Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, on attend un petit peu encore. En tout cas, moi, je suis heureux de vous accueillir et on va vous présenter tout à l'heure notre conférencier, Sylvain Chevauché. Et Marie-Christine est là avec moi. Donc, c'est la première fois finalement, Marie-Christine, puisqu'on ne fait pas de réunion en présentiel. C'est la première fois que nous pouvons nous adresser à nos adhérents. Euh, Vous qui venez de me passer le relais de la délégation des VMF, et donc moi-même qui suis un tout jeune entrant, qui vais essayer de suivre votre grand exemple. Voilà. On a adressé un petit mot écrit à l'ensemble de nos adhérents, mais là maintenant, ils ont là. Nous ne les voyons pas tous, mais eux nous voient. Conférence qui va être un peu identique, je crois, mon cher Sylvain Chevauché, à celle enfin, ça n'est jamais la même chose, mais à celle que vous aviez prononcée Pas tout à à fait, l'hôtel pas PAMS. tout à fait. Pas tout Non, à non, fait, non. voilà, ça n'est jamais la J'ai même fait chose. quelques changements parce qu'il y a des gens, à mon avis, qui ont déjà assisté à l'autre et pour pas qu'ils aient vraiment l'impression de redite, j'ai quand même changé le plan, j'ai changé pas mal de choses. Voilà. Même si évidemment, il y aura des choses forcément qu'on aura déjà vues, mais bon. Il y a une grande partie du fond, effectivement, qui va être le même. Merci d'avoir en plus soigné la forme, puisqu'il y a quelques personnes qui ont eu la chance de pouvoir y assister, les autres étant arrivés après que la jauge maximale de spectateurs fut atteinte dans la salle. À l'époque, on pouvait encore se réunir dans les salles, et donc on est plusieurs à en avoir été privés. Donc nous allons aujourd'hui avoir le plaisir d'entendre et de voir sur nos écrans un support iconographique. La conférence que va nous prononcer M. Sylvain Chevauché, que vous devez voir en vignette sur le côté de votre écran. M. Chevauché, qui est adhérent des VMF 66 et qui est un jeune archiviste paléographe, diplômé de l'École des Chartes, qui est doctorant en histoire contemporaine, mais qui a un tropisme qu'il a eu l'occasion de fréquenter beaucoup au cours de ses études, puisqu'il a écrit sur le sujet, qui est cette période très complexe et troublée pour le Roussillon et pour la Catalogne du Sud. Cette période qui va de la fin du règne de Louis XIII, vraiment les deux dernières années du règne de Louis XIII, jusqu'au début du règne de Louis XIV. Et cela donc juste avant le rattachement le traité des Pyrénées et le rattachement du Roussillon à la France. Et il est évident que qui dit période trouble pour la société catalane dit évidemment aussi des répercussions sur le patrimoine. Et c'est ce dont vous allez, cher Sylvain Chevauché, traiter aujourd'hui. Merci, merci. Oui, alors merci beaucoup à Monsieur Labbé et les VMF. Je suis très content aujourd'hui de parler avec vous. Les VMF, c'est une association que j'admire beaucoup, que je suis depuis très longtemps. Et donc vraiment, pour moi, c'est un grand honneur et je suis très, très, très heureux. Je remercie aussi Madame de Roquette, qui était avant aussi la déléguée des VMF, qui a œuvré aussi pour qu'on puisse se connaître et se rassembler aujourd'hui. Un patrimoine oublié, les hôtels particuliers du vieux Perpignan. Mon introduction sur Perpignan, une capitale d'Ancien Régime. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui va peut-être vous surprendre, puisque Perpignan et ses hôtels particuliers, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Ce n'est pas une ville qui est connue pour ce patrimoine en particulier. Contrairement à d'autres villes françaises, je pense par exemple à Montpellier ou à Aix-en-Provence, entre autres, mais c'est deux villes en particulier qui ont fait un grand travail au cours du XXe siècle sur cette question des hôtels particuliers, où les hôtels sont signalés dans la ville par une signalétique, ils sont connus, il y a des visites, c'est une histoire qui est connue, et notamment à Aix-en-Provence. Je cite ça parce que c'est très important justement comme contre-exemple. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il y avait, même milieu du 19e siècle, il y avait un historien qui s'appelait Ambroise Roux-Alferrand, qui a écrit un livre, Les rues d'Aix, qui est en fait une promenade dans Aix avec beaucoup d'éléments sur les hôtels particuliers.
Et donc, à Perpignan, on n'a pas eu la chance d'avoir un personnage comme ça, ni au 19e siècle, ni même au 20e siècle. Et en réalité, on n'a pas d'historiographique, on n'a pas de tradition historiographique sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que les recherches qu'on peut mener sur ce sujet, en réalité, sont vraiment inédites. Hein. On nage dans l'inédit. Donc, je ne suis pas certain que toutes les personnes ici, s'il y en a qui sont depuis le siège VMF ou autre région, je ne suis pas certain que tout le monde connaisse le Roussillon. Donc, c'est pour ça que je vais présenter très, très rapidement Perpignan. Tout le monde voit les images, hein, là, a priori. Hein. Donc, voilà, donc je vais présenter très, très, très rapidement. Donc, c'est la capitale de la préfecture de l'actuel département des Pyrénées-Orientales, 120 000 habitants. Et c'était donc sous l'Ancien Régime la capitale d'une province qu'on appelait le Roussillon et qui est issue d'une tradition, d'une histoire longue. Et on appelait ça, disons, entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, les comtés, comtés de Roussillon, Cerdagne, Conflans. Vallespire, et donc c'était un territoire qui a été très très disputé. Perpignan en est, je dirais, l'épicentre justement par son passé militaire. Donc, je montre 2 ou 3 images donc, de Perpignan. Alors, c'est une ville qui, on le voit, donne au nord sur les Corbières, à l'ancienne frontière justement avec la France, jusqu'au moment de la guerre avec l'Espagne au milieu du XVIIe siècle. Donc, les Corbières qui limitent le département des Pyrénées-Orientales et l'ancienne province du Roussillon au nord, et au sud, les Albères, qui sont actuellement donc la frontière avec l'Espagne. Voilà, donc c'est une ville qui domine la plaine. Alors aujourd'hui, comme l'urbanisme est très étendu, on l'imagine mal, mais c'est une ville qui domine la plaine du Roussillon. Voilà, avec une colline sur laquelle est implanté un château, une citadelle. Donc voilà, et la mer au loin. Voilà, donc là, ici, on voit un petit peu une vision de la ville par-dessus. Donc c'est un exemple, je dirais, extrême, Perpignan, puisque c'est une ville qui, malgré son passé militaire, n'a pas été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, comme d'autres villes en Normandie, dans le nord de la France. Et donc c'est une ville qui a été beaucoup démolie, je dirais, au cours du XXe siècle. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque c'est une question qui est assez, je dirais, politiquement très sensible, mais il faut quand même le signaler. Perpignan, c'est une ville au cours du XXe siècle où il y a de très, très nombreuses maisons anciennes qui ont été détruites, pas seulement dans le quartier Saint-Jacques, mais dans tous les quartiers du vieux Perpignan. Et ces destructions, qui ont été parfois intempestives dans les 20-30 dernières années, ont donné lieu à des trous béants, à ce qu'on appelle des dents creuses. Et donc, c'est une ville qui, quand on s'y promène, a l'aspect d'une ville bombardée, alors même qu'elle n'a jamais été bombardée. Et donc ça, c'est vraiment malheureusement, je dirais, ce qui fait de Perpignan une ville à la traîne de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que je commençais en disant que mon propos serait surprenant, puisque ce n'est pas une ville à laquelle on pense avec un passé prestigieux. C'est une ville où on voit des dégradations, où on voit des problèmes sociaux s'accumuler. Et donc, ça va sans doute vous étonner, mais je vais essayer maintenant de montrer justement ce qui a pu exister dans un sens plus prestigieux. Alors justement, c'est là où il y a donc ce paradoxe, c'est que malgré ce passé, je dirais ce présent assez problématique, Perpignan a un passé très prestigieux et c'est, comme je le dis dans cette introduction en titre, c'est une capitale d'Ancien Régime. Alors c'est une ville qui a un statut de capitale, je dirais, vraiment au sens propre du terme, au cours du Moyen-Âge, puisque entre 1276 et entre 1344, c'est une ville qui a été le siège du royaume, la capitale du royaume de Majorque, hein, bon, qui a duré une soixantaine d'années, mais qui quand même a beaucoup compté, notamment sur le plan historiographique. Donc là, ça a été le siège d'une capitale avec un château royal. Ensuite, c'est une ville qui a connu une expansion urbaine importante justement à cette époque-là et dans les siècles suivants. C'est une époque qui a laissé des édifices, alors religieux, je ne vais pas le dire ici puisque ce n'est pas mon sujet, mais des édifices civils aussi. Alors ça, c'est une peinture donc, qui est le retable de la Trinité donc de 1489 qui montre de façon très stylisée évidemment, hein, puisque la mer n'est jamais arrivée à Perpignan, ce qu'on appelle la loge de mer, qui est un bâtiment civil très emblématique donc du XVe siècle à Perpignan. Donc, une ville qui a eu une architecture civile assez prestigieuse. Une ville aussi qui a été le siège dès 1349 d'une université, donc une très ancienne université qui a duré jusqu'à la Révolution.
qui a ensuite été recréé bien après, mais qui a donc duré jusqu'à la Révolution. 1602, le transfert de l'évêché d'Elne à Perpignan, aussi donc le siège ecclésiastique, métropole ecclésiastique, et une garnison qui a été importante du temps de la monarchie de Habsbourg, du temps des rois catholiques, justement parce que les guerres avec la France étaient répétées déjà à cette époque, et donc la croissance de cette garnison et de cette place forte se faisait à mesure que les affrontements avec les Français étaient forts. Donc, l'université dont on voit une gravure ici bien postérieure, mais pour rappeler son rôle important, et ici une vue aussi de Perpignan lors de son siège en 1642, moment très très important dans l'histoire européenne qu'on oublie souvent, Louis XIII sur devant les remparts de Perpignan. Donc annexion française sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, et qui entraîne sous Louis XIV le renforcement des remparts par Vauban notamment. Remparts qui sont absolument massifs et dont ici, alors je vous montre deux vues qui ont été prises un peu avant leur destruction au tout début du XXe siècle. Donc, on voit vraiment le caractère absolument massif de ces remparts et dont la destruction, finalement, a été avant-coureuse de toutes les destructions postérieures qui ont eu lieu au XXe siècle. Alors, on a cette histoire prestigieuse et on a également des vestiges dans les archives, des traces de cette histoire dans les archives. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus très longuement puisque dans ma précédente conférence à l'Hôtel PAMS en septembre 2020, j'avais eu le temps de présenter les sources justement qui m'avaient permis d'écrire l'histoire des hôtels particuliers. Donc là, je ne les évoque pas de façon suivie. Je dis simplement qu'on a des archives notariales à Perpignan, des fonds révolutionnaires et différentes sources fiscales qui nous permettent de reconstituer la présence, l'existence d'un habitat prestigieux à Perpignan, d'un habitat d'élite, des élites qui ont formé la base de cette histoire institutionnelle, évêché, université, garnison. Donc, on en a la preuve. Et il y a également des traces dans le bâti. Même si des choses ont été détruites, on a encore beaucoup d'hôtels particuliers qui existent ou des vestiges, des traces qui permettent de deviner leur existence. Donc, tout ce travail m'a permis d'arriver à un décompte de 120 hôtels particuliers que j'ai identifiés au cours de mes recherches. 120 hôtels particuliers, c'est à peu près le même nombre qui a été pointé par l'Office de tourisme à Montpellier et à Aix-en-Provence, à peu près. C'est exactement le même nombre. Ça, c'est tout à fait marquant. Donc, on est sur une ville, je veux dire 120 hôtels particuliers au cours du XVIIIe siècle. Hein. Voilà, c'est sur cette période-là que j'ai surtout travaillé. Donc on est sur quelque chose qui est assez comparable. Ces recherches donc que j'ai faites m'ont mené à publier en 2019 un livre sur la Casa Sancho, qui est une maison emblématique hein, qui elle était déjà connue à Perpignan mais dont l'histoire était également oubliée. Donc c'est une publication que j'ai faite en 2019. Donc, je vais me demander ici, dans cette réflexion aujourd'hui, finalement, pourquoi cette histoire des hôtels particuliers a été oubliée, quelles en sont les causes, et surtout, que peut-on reconstituer de cette histoire prestigieuse? Qu'est-ce qu'on peut en avoir encore aujourd'hui à l'heure actuelle? Alors, je peux dire déjà de façon implicite, un élément qui a peut-être joué en défaveur de ces hôtels particuliers, c'est une certaine vision de l'histoire. Alors, j'ouvre plutôt des hypothèses que je ne fais des affirmations. Hein. D'ailleurs, je pense que j'aurai des réactions après. Il y a une certaine orientation de l'histoire, on va dire des comtés du Roussillon, de l'histoire médiévale et moderne du Roussillon, qui est de dire que la période française, la période postérieure à l'annexion correspondrait à une certaine décadence finalement. Il y a cette idée de décadence et on pense que ces hôtels cette ville de Perpignan notamment aurait pu se développer davantage si elle avait continué à être sous tutelle des rois de Majorque, droit d'Aragon, enfin voilà, tout ça est un débat.
Et moi, justement, alors sans vouloir donner de traits définitifs, mais moi, justement, je me bats un petit peu pour dire que même à l'époque française, malgré tout, il y a eu une certaine apogée à Perpignan, alors relative, certes, hein, mais il y a eu quand même une époque de prospérité et que ça n'est pas parce que c'était l'époque française que ça n'a pas eu lieu. Donc, il faut l'assumer. Voilà. Donc, première partie, des demeures dans la ville, donc une typologie de ces hôtels particuliers entre le 15e et le 17e siècle. Donc, je vais arrêter mon image et je vais vous laisser profiter des images que je vais passer. Voilà. Donc, des demeures dans la ville. Donc, la première évolution, elle se fait entre le XIIIe et le XVe siècle, puisque j'ai parlé de cette expansion urbaine à l'époque des rois de Majorque, puisque de la ville primitive, donc, qui était actuellement, alors, qui correspondait actuellement à la paroisse Saint-Jean, qui est ici en orange, donc les limites de cette vieille paroisse qui correspondaient aux limites de remparts qui existaient déjà donc au XIe siècle, enfin des remparts qui dataient du XIe siècle. Donc de cette première paroisse Saint-Jean, l'expansion urbaine au XIIIe siècle atteint de nouveaux quartiers donc qui naissent, qui sont le quartier donc Saint-Mathieu et le quartier Saint-Jacques, qu'on voit bien ici sur ce plan. Et notamment à travers des lotissements. Alors, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est un mot qui existait aussi, enfin, le concept existait déjà à l'époque médiévale, puisqu'on voit ici, sur ce plan, et on le voit encore plus sur le plan cadastral actuel de Perpignan, on voit ici donc le quartier Saint-Jacques et le quartier Saint-Mathieu, et on voit vraiment un tracé très géométrique, avec des parcelles tout à fait étroites. Donc, ce parcellaire-là est typique de ces lotissements qui ont été faits sous l'autorité des pouvoirs qui gouvernaient Perpignan à l'époque, donc qui étaient les souverains, et puis également l'ordre du Temple, qui a lancé de grandes opérations de construction à Perpignan à l'époque. Donc, ces parcelles de toutes petites maisons qui sont très, très étroites et qui sont assez obscures et qui forment qui sont typiques de ces nouveaux quartiers, de ces lotissements. Mais donc sur la paroisse Saint-Jean, donc qui existait avant, on a un parcellaire qui est différent, mais qui quand même conserve un bâti en maison étroite aussi, mais organisé de façon un peu différente, puisqu'on n'est plus uniquement sur des maisons qui sont organisées le long des rues, mais il existe ce qu'on appelle des masses. Alors, cet aspect a été travaillé notamment récemment par Ahmad Katafao, qui a publié un article que je vous conseille de lire à ce sujet. Mas, donc ça vient de mansus, qui veut dire donc en latin une parcelle, où ça fait référence aussi à une grande maison. Et là, en l'occurrence, à Perpignan, c'est un mot qu'on trouve dans le vocabulaire de l'époque, mansus. Les masses, ce sont en fait plutôt un ensemble de maisons qui se répartissent autour d'une impasse. Et alors ici, c'est un plan que je vous montre qui est postérieur, qui date du XVIIIe siècle, mais qui a été fait à partir d'archives médiévales pour des raisons fiscales principalement. Et on voit ici, sur la gauche du plan, ou autour de ma souris, si vous la voyez, une impasse autour de laquelle étaient réunies des maisons auxquelles on accédait par cette impasse. Voilà. Donc ça, c'est une forme d'urbanisme qui est plus typique donc sur la paroisse Saint-Jean, mais qui est aussi, en fin de compte, une forme de lotissement, même si la forme d'organisation générale est différente. Et c'est une forme de lotissement qui continue au XIVe siècle et qu'on retrouve notamment dans le secteur de l'actuelle préfecture, entre l'actuelle préfecture et le Castillet. Et c'est justement ce secteur-là qui est représenté par ce plan du XVIIIe siècle. Et ici, on voit le parcellaire actuel, on devine encore dans le plan cadastral l'existence de cette impasse qui s'appelle le Mas d'Analumar à l'époque, et donc impasse qui existe encore, mais qui est transformée en cour intérieure. Pour ceux qui connaissent ce quartier de Perpignan, c'est l'actuel restaurant Le Diville. Voilà, donc c'est un vestige de cette forme d'urbanisme ancienne, donc des lotissements. Et
Donc la rupture, la grande rupture intervient au XVe siècle, puisque c'est à cette époque-là que vont naître les grands hôtels particuliers de Perpignan, tels qu'on le connaît. Euh, voilà l'exemple du parcellaire, justement, par exemple, de l'actuelle rue du Théâtre, où on voit la présence de nombreuses cours intérieures. Alors, l'hypothèse envisagée par Ahmad Katafao, et qui est une hypothèse à laquelle je souscris évidemment totalement et qui est très, très prouvée par les documents, c'est que ces anciens mas, donc ces anciens lotissements avec une impasse, se sont progressivement transformés en hôtels particuliers, puisqu'on voit que les cours intérieures étaient très souvent des impasses. Et ici, près de la rue du Théâtre, j'ai aussi la preuve par la documentation, ici, entre cette cour ici et celle-ci, et il y avait une ancienne impasse qui, au cours des siècles, a pu être fermée, a pu être réouverte, s'est transformée en petite rue, en ruelle, et qui aujourd'hui est de nouveau fermée. Mais quand on pénètre dans les cours intérieures de différents hôtels particuliers du secteur, on voit la subsistance encore de cours intérieures. Voilà. Donc au XVe siècle, c'est donc à cette époque que Perpignan va devenir, au sens propre du terme, une ville aristocratique, c'est-à-dire qu'en réalité, des familles seigneuriales, celles qui tirent leur richesse de la possession de seigneuries donc terriennes, ces familles s'installent beaucoup en ville et s'allient, notamment via des alliances matrimoniales, avec des familles urbaines d'origine marchande et contractent des habitudes de vie urbaine et de luxe, d'une vie qui est totalement à l'opposé de celle qui était la vie dans une seigneurie, et qui donc construisent petit à petit des grandes demeures urbaines et qui rachètent, alors ça on en a la preuve aussi par les archives, qui rachètent des maisons plus petites, qui les rassemblent et en font de grandes demeures autour de ces cours intérieures qui se structurent. Alors ça, c'est un mouvement qui a lieu surtout sur la paroisse Saint-Jean, où existaient donc ces mas anciens, mais ça va avoir lieu aussi plus marginalement sur les paroisses Saint-Matthieu et Saint-Jacques, le long des grandes rues, hein, notamment à Saint-Matthieu, le long de la rue des Franciscains, rue des Orangers, actuelle rue Foch, où on observe encore quelques grands hôtels particuliers ayant la même typologie. Donc, ces hôtels particuliers qui naissent au XVe siècle, alors entre le XIVe et le XVe siècle, vont avoir une typologie commune qui se retrouve dans tout Perpignan. L'économie intérieure des pièces se définit essentiellement par l'existence de cours intérieurs. Alors ici, c'est une maison qui est aristocratique par définition. C'est une maison qu'on appelle aujourd'hui Casa Julia, mais qui en réalité est vraiment une histoire beaucoup plus ancienne que la famille Julia, qui ne l'a possédée qu'au XXe siècle. Au XIXe siècle, pardon. C'est une famille, une maison qui a été en grande partie construite par une famille qui s'appelait la famille de San Martí, une famille vraiment de l'aristocratie chevaleresque d'origine ancienne, médiévale, et famille qui possédait la seigneurie de Morellas et de Saint-Martí de Fonoyar, en Roussillon, hein, et donc cette maison leur appartenait. Et c'est à cette famille, ensuite ça passe dans une branche de la famille Delvivé, puis dans une branche de la famille Doms, donc des noms que les amateurs de Roussillon ont déjà sans doute rencontrés. Donc c'est sans doute à ces familles, c'est très certainement à ces familles qu'il faut donc attribuer la construction de cette cour intérieure que l'on sait, selon les historiens d'art, antérieure au XVe siècle, et peut-être même au XIVe siècle. Donc c'est vraiment un précédent, je dirais, hein, c'est une maison qui est très ancienne. Donc ces maisons se répartissaient autour d'une cour intérieure. Alors là, on a un exemple plus tardif qui montre la perpétuation de ce modèle de distribution des pièces autour d'une cour intérieure, qu'en catalan on appelle el cel obert, et le ciel ouvert. C'est une dénomination qui sera reprise du temps de l'annexion française et qui restera utilisée jusqu'à la Révolution. Hein. Ciel ouvert, le mot de patio n'étant jamais utilisé à l'époque. Donc, ces cours intérieures se définissent par la présence de galeries souvent à arcades, qui sont sur une ou plusieurs faces de la cour, et auxquelles on accède par un escalier, qui arrive donc sur cette galerie ou loggia directement, escalier extérieur. Et la distribution se fait autour de cette cour et de cette galerie. Donc ici, on a un exemple dans une maison qui a été édifiée par la famille Ross,
une famille de docteurs en droit très fortunés, anoblis également. Donc, c'est une cour qui est attestée par les archives, dont la construction est datée de 1539. On peut être surpris par le côté tardif de ce style, mais c'est un style qu'on pourrait qualifier de gothique tardif. Il est donc attesté, les travaux sont attestés en 1539 pour cette maison. On a également un exemple très très rare hein, dans Perpignan. On n'en a que 2 ou 3 encore. Cet hôtel que j'appelle l'hôtel de Bao, qui a été inclus au XVIIIe siècle dans l'hôtel habité par le maréchal de Mailly, dans l'actuelle rue Mailly, qui conserve encore ses colonnes la fin du XVIe siècle également. Un exemple disparu ici, un hôtel sur lequel je reviendrai par la suite. L'hôtel d'une famille Torte, la famille de Torte, les barons de Tresserre. Hôtel particulier donc, dont la cour a été construite en 1595. On a également les quittances dans les archives. Et la demande spécifique du commanditaire, c'était de faire une cour à l'architecture toscane, à l'architectura toscane, dit la quittance. Donc maison depuis démolie. Également un exemple, alors là je montre la façade pour mémoire de la célèbre Casa Sancho sur laquelle j'ai publié. C'est une maison dont on sait par les recherches documentaires, notamment par ce plan du XVIIIe siècle, et aussi par cette gravure qu'on a cru longtemps fantaisiste, que cette maison Sancho, avait possédé également cette cour intérieure caractéristique de tout le bâti perpignanais de prestige de l'époque, cour intérieure qui a été détruite dans les années 1850. Mais cette gravure qui a été publiée dans les voyages pittoresques donc de l'époque du baron Taylor, de l'époque des années 1830, de l'époque de la Restauration romantique, cette gravure, enfin cette reproduction-là est tout à fait réaliste, enfin réaliste. Elle est très probablement assez conforme à ce que cette cour a pu être, même si on pourra toujours débattre du nombre d'arcades, s'il existait une autre face. Là, on voit sur le plan ici que la cour, du moins au XVIIIe siècle, était sur 2 faces. Ici, dans cette gravure d'époque romantique, on voit qu'il n'y a qu'une face. Mais ça, c'est des débats un petit peu précis, mais en tout cas, on sait que la cour a existé. Dans ces maisons, les pièces sont peu nombreuses. Hein, au cours du XVe siècle, XVIe siècle, même au XVIIe siècle, les pièces sont peu nombreuses. Au rez-de-chaussée, on a des celliers, des écuries. Au premier étage, des espaces qui servent de cuisine. Une pièce aussi qu'on appelle le pastadou, tout le temps, qu'on retrouve dans toutes les maisons, dans tous les inventaires, qui est une pièce où on pétrit le pain. Les chambres, alors à l'époque, dans le vocabulaire, le mot de cambre est assez vague. Ça ne veut pas forcément dire chambre, ça veut dire n'importe quelle pièce. Parfois, la chambre est appelée quadra, aussi dans les documents de l'époque. Et évidemment, la grande salle, la salle, qui est l'endroit où l'on vit et où se déroulent toutes les activités de la maisonnée. Ces pièces se communiquent les unes avec les autres. Elles donnent toutes très souvent sur la loggia. On peut rentrer, par exemple, directement par une chambre, ou on peut rentrer directement dans la chambre du propriétaire par la grande salle. Donc, il n'y a pas du tout d'intimité et la circulation n'a rien à voir avec ce qu'elle est devenue depuis. Donc, c'est encore un mode de vie assez ancien qui perdure jusqu'au XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle. Alors, ces intérieurs de l'époque très ancienne, on va dire de l'époque aragonaise ou de la dynastie de Habsbourg, n'existe, enfin, il y a assez peu de vestiges. Alors ici, c'est un plafond qui est dans une maison qui est actuellement en cours de restauration, qui appartient à la ville de Perpignan, qui appartenait à la famille Descamps, famille très liée à l'université, de grands docteurs en droit. Donc cette maison subsiste encore en partie et c'est un plafond peint. Alors les plafonds peints, il y en a beaucoup dans le vieux Perpignan, ils sont souvent dissimulés sous des faux plafonds, parfois ils ont été détruits, mais on en a encore quelques vestiges. Et là donc c'est un très beau plafond qui est en cours de restauration.
Et je citerai aussi l'exemple de ce qu'on appelle, donc ce sont des closoirs qui ont été prélevés dans les années 60 au moment de la destruction d'une maison qu'on appelle aujourd'hui Hôtel d'Ortafa. Donc ces closoirs qui sont des éléments d'un plafond peint également, peinture sur bois. Et donc ces closoirs, je vous montre quelques exemples, ont été récupérés par Pierre Ponsic au moment de la destruction de l'hôtel d'Ortafa. Et ce sont des closoirs qui représentent des êtres fabuleux ou bien une représentation humaine ici et qui sont également remarquables par leur exécution plutôt antérieure au XVe siècle. Mais on voit donc qu'il a existé à cette époque une décoration assez riche dans le vieux Perpignan. Alors, à la fin du XVIIe siècle, après l'annexion, l'annexion, finalement, n'entraîne pas réellement de modification dans l'architecture des grandes demeures perpignanaises, comme je le dis de façon insistante. Les familles, au moment donc, de l'annexion du Roussillon, partent et reviennent. Alors, il y a un mouvement, justement, les cartes sont rebattues dans la société roussillonnaise, puisque lorsque les Français entrent dans Perpignan au moment du siège en 1642, une grande partie de la noblesse roussillonnaise quitte Perpignan, donc abandonnant ses demeures. Et en 1652, lorsque Barcelone, qui était, je le rappelle, aux mains des Français depuis 1640, Barcelone, enfin, puisque les institutions catalanes, au moment de la révolte de 1640, ce qu'on appelait la révolte des Segadors, ce qui donne lieu à cette guerre dans le Segados, au moment de la révolte, les institutions catalanes s'étaient soumises au roi de France pour contrer justement la puissance du roi, des rois catholiques, des rois d'Espagne, dont qu'elle voulait, ce joug qu'elle voulait secouer. Donc la France arrive, eu égard à ce traité en Catalogne, un traité légitime, vu comme légitime par ses défenseurs. Et donc les biens, un certain nombre de biens qui appartenaient à des familles qui avaient soutenu le roi d'Espagne et qui avaient quitté le Roussillon, ces biens sont confisqués en faveur du roi de France. Et en 1652, comme je l'ai dit, lorsque Barcelone, qui était aux mains des Français, retombe aux mains de Don Juan d'Autriche, donc aux mains des Habsbourg, les élites catalanes pro-françaises qui avaient soutenu la domination française quittent à ce moment-là Barcelone et s'installent, se réfugient en Roussillon. Donc c'est pour ça deux mouvements inverses. 1642, les élites roussillonnaises qui partent en Catalogne devant l'arrivée des Français. 1652, les élites pro-françaises qui travaillaient à Barcelone qui se réfugient à Perpignan. Et au moment du traité, en principe, toutes les confiscations sont annulées, mais la plupart des familles vont quand même rester sur leur position, c'est-à-dire que les familles qui avaient soutenu la cour d'Espagne, on était déjà à plusieurs décennies après le début du conflit, et les choses ne sont pas du tout revenues telles qu'elles étaient avant le conflit. Ces familles sont restées du côté des rois d'Espagne, ont continué à servir parfois même à la cour de Madrid, et donc il y a eu des arrangements, des ventes, des échanges qui se sont faits entre ces familles, qui ont introduit un vrai changement. Et dans les années 1660, dans les archives, on a l'acquisition de nombreux hôtels particuliers qui appartenaient à ces familles anciennes par des pro-français, par des familles pro-françaises qui n'étaient pas d'origine roussillonnaise, qui était d'origine catalane, donc du Principat. Comme moi je dis, le Principat, c'est ce qu'on appelle parfois la Catalogne Sud, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ces familles font l'acquisition de ces demeures, s'y installent, mais ça n'entraîne pas de grandes modifications du point de vue de l'architecture. Alors, je dirais, il y a une ou deux exceptions qui sont à citer, exceptions qui confirment la règle, vraiment qui sont très très peu nombreuses, puisque je dirais, du point de vue du bâti de l'hôtel particulier, l'art baroque n'a pas vraiment laissé d'exemple malheureusement de réalisation à Perpignan, sauf les exceptions que je vais citer maintenant. Alors la principale, c'est cette maison que vous voyez ici donc à l'écran, que j'appelle l'hôtel de Camprodon, qui a été donc construit par cette famille et reconstruit en 1667, famille qui avait soutenu la cause française, je le précise évidemment.
Donc cette façade, tout à fait remarquable, c'est un hôtel qui se situe actuellement dans la rue du Théâtre, ancienne rue des Juristes. Donc cette façade tout à fait remarquable porte de très nombreux éléments de décoration, notamment des pilastres en marbre. Et c'est une façade qui a été dessinée, conçue par deux architectes, puisque j'ai retrouvé des archives relatives à sa construction. Elle a été construite en 1667, pleine période baroque, par deux architectes qui ont travaillé notamment à des églises, à l'église de Céré, à l'église de Coyour notamment, qui s'appelait Marial, Jaume Marial et Agnol Costa, qui sont deux architectes catalans qui travaillent en Roussillon et qui conçoivent cette façade entièrement. Elle est reconstruite de zéro. Donc, c'est un des rares exemples de l'architecture baroque. C'est réellement un palais. Hein. Cette maison est extraordinaire. Un vrai palais dans Perpignan, dont on voit ici quelques photos de l'intérieur. Ici, une vue imaginée au XIXe siècle par un voyageur qui s'appelait Charles Stanislas Léveillé, une gravure conservée au Muséum de Marseille, un dessin. Et donc, cette façade, ce projet était un petit peu une vue idéalisée de la façade, hein, pour montrer qu'elle avait une certaine unité et que si elle était dans son ensemble, si elle était déroulée dans son ensemble, comme on le voit, elle pourrait avoir beaucoup de majesté et de symétrie. L'autre exemple de passage de l'architecture baroque à Perpignan, ce sont les rampes d'escalier. Alors, il y en a deux principalement. Alors ici, on est dans un hôtel particulier, l'hôtel de la famille de Ross, rue des Abreuvoirs, qui est une des principales familles vraiment de la domination française, une des principales familles qui soutiennent Louis XIV. Les Ross, donc une fortune très importante. Cet escalier est l'un des plus majestueux de Perpignan et une rampe vraiment de l'époque Louis XIV avec cette ferronnerie qu'on appelle en lyre, hein, puisqu'elle reproduit plus ou moins une lyre ou une harpe, selon certains. Et on en a un autre exemple très très semblable, quasiment le même motif, vous le voyez, à l'hôtel d'Aguilar, qui serait la seconde famille avec les Ross, principalement liés aux intérêts de Louis XIV dans la province, les Margarites, marquis d'Aguilar, qui ont soutenu dès le début la cause française. Ce sont donc les deux exemples. Alors, ma deuxième partie maintenant parle de cet apogée, entre guillemets, évidemment, hein, puisque je vais revenir sur cette notion du siècle des Lumières. Perpignan, une ville française, donc quand Perpignan comportait un certain nombre d'hôtels particuliers qui hébergeaient ces élites sociales. Donc, à l'époque, Perpignan, le Roussillon, est une société relativement prospère, puisqu'elle se situe dans le contexte général d'une France des années 1700, 1740, 1750, une France prospère, une France riche, avec relativement peu de famine et d'intempéries, comme ça avait été le cas à la fin du XVIIe siècle. Et donc, cette expansion, cette prospérité profite également à la province du Roussillon. Alors, l'annexion a entraîné des changements administratifs puisqu'on a installé le système de l'intendance, comme dans les autres provinces. Et on a créé également en 1660 le Conseil souverain du Roussillon, qui est la cour de justice principale et le Parlement de la province, et qui donne lieu à la création de nouvelles élites de magistrats, justement, de magistrats et d'avocats qui vont plaider et travailler dans cette cour de justice. L'aspect militaire aussi, je l'ai déjà dit, est essentiel et va faire la différence justement au XVIIIe siècle, puisque après le renforcement des remparts par Vauban, la garnison a cru de façon exponentielle. C'est une des garnisons les plus importantes de France et de très nombreux officiers succèdent, des officiers souvent français qui viennent d'autres provinces et qui arrivent et qui créent une certaine mobilité dans la société et qui s'intègrent à la société. Alors, le pouvoir militaire se partage entre le gouverneur, qui est toujours un membre de la famille de Noailles, puisque de père en fils, ils se transmettent cette charge. C'est une charge relativement honorifique. Je dis relativement, puisqu'on remarque que la famille de Noailles, quand même, connaissait beaucoup ce qui se passait en Roussillon, suivait de façon très précise ce qui se passait en Roussillon. Mais il ne résidait pas tout le temps sur place. Celui qui réside sur place, c'est le commandant militaire de la province, donc le maréchal de Mailly.
qui est un aristocrate issu du nord de la France, ce maréchal de Mailly, qui va s'intégrer dans la société locale, se fait des amis dans les élites de Perpignan, va être très apprécié, et dont on voit ici le portrait qui représente notamment les travaux de Port-Vendre, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais il a joué un rôle important dans l'expansion de ce port, dans la création de ce port à l'époque. Donc ces personnages, ces grands personnages créent des clientèles de personnes, d'officiers et de nobles dans la région qui vont justement par leur intermédiaire obtenir des grâces, puisque la cour de France exerce une attraction sans précédent. On y demande notamment ce que j'appelle des grâces, c'est obtenir pour son fils un régiment, une abbaye, un évêché, ou bien pour soi-même ou sa famille un titre de noblesse. On a plusieurs marquis, on a un comte dans la région. Donc ces familles, le comte de Ross, le marquis de Saint-Marsal, le marquis d'Oms, ce sont des personnes qui obtiennent par lettre patente, par l'intermédiaire justement de ces grands militaires en résidence dans la province, qui obtiennent ces titres de noblesse. Donc, certains Roussillonnais, notamment, ont été présents à la cour et à ce titre se sont fait portraiturer par le portraitiste Carmontel. Ici, on a le comte d'Albarré, qui était le fils d'un ancien intendant du Roussillon. Le comte de Durfort, qui était un proche parent du marquis d'Oms et qui a été aussi un militaire qui a eu une carrière importante au milieu du XVIIIe siècle. Ici, on a Madame de Savalette, Madame de Gléon, née Savalette, qui est la fille d'un banquier qui a fait fortune dans les gabelles à Perpignan. Et enfin, l'abbé Chaupi, qui est une figure intellectuelle importante de Perpignan, puisqu'il est doyen de la Sorbonne, il est docteur en théologie, chanoine de Perpignan, et il va finir comme doyen de la Sorbonne à Paris. Il va décéder même à Paris, et il est protagoniste d'une querelle sur laquelle je ne reviens pas en détail, mais qui a opposé notamment ce qu'on appelle les bourgeois nobles de Perpignan, burges Sunrats, et la noblesse de sang, la noblesse chevaleresque, qui est une querelle qui vraiment a dominé la seconde moitié du XVIIIe siècle à Perpignan. Donc cette noblesse est relativement éloignée de Paris. Elle est certes éloignée par ses revenus des grandes familles proches de la cour. Je cite notamment un exemple. On sait que des familles proches de la cour peuvent avoir entre 100 et 400 000 livres de rente à l'époque, des livres tournois. Ici, en Roussillon, la rente donc principalement foncière, ce sont les revenus des propriétés foncières, elle rapporte beaucoup moins. Sur les recherches que j'ai pu mener et dans la bibliographie, la rente la plus importante que j'ai trouvée, c'était Louis Dubois de Boisambert, qui, à sa mort en 1779, avait une rente de 27 000 livres par an, ce qui est beaucoup moins important effectivement que ces 100 à 400 000 livres à Paris. On a le marquis d'Oms qui a environ 12 000 livres et qui, après avoir fait un gros héritage en 1786, émarge à 26 000 livres. La marquise de Blanes en 1780, 18 000 livres de rente annuelle. Donc pour vous donner un élément de comparaison, à l'époque, le salaire d'un ouvrier, c'est de 100 à 300 livres par an. On dit que pour vivre noblement à Paris, il faut 40 000 livres de rente sous la Régence. Et pour acheter un hôtel particulier important, comme les hôtels particuliers que j'ai cités à Perpignan, qui se vendent au cours du XVIIIe siècle, il faut débourser 10 000 livres. Voilà, donc on est dans des rentes qui sont certes incomparables avec ce qui existe à Paris et à la cour, mais il faut le souligner, qui sont beaucoup plus importantes dans cette aristocratie que dans toutes les autres familles, que ce soit bourgeoises ou de toutes les autres classes sociales du Roussillon, même les marchands, aucun marchand, même les plus riches, ne possède autant de rentes que la famille de Boisambert ou que le marquis d'Oms quelques années avant la Révolution. Donc, ces familles vivent une certaine prospérité et la faiblesse relative de ces revenus est quand même compensée par la relative autarcie de leur mode de vie, puisque, comme je vais le dire dans un instant, ce sont des familles qui vivent très près de leurs terres et qui donc vivent du fruit de leur propriété rurale, consomment ce qui est issu de ces propriétés et en plus jouissent d'une domesticité relativement modique, puisque dans Perpignan, les familles
ont assez peu de domestiques, contrairement à ce qui existe à Paris. Les domestiques vont, par exemple, pouvoir aller de la propriété rurale à l'hôtel particulier. On va avoir les mêmes domestiques qui vont pouvoir aller d'une propriété à l'autre, comme par exemple le marquis d'Oms, qui a très très peu de domestiques. On est dans des familles qui ont un train de vie relativement modique par rapport à ce qui est à Paris, ce qui leur permet justement de faire d'importantes dépenses somptuaires, des dépenses d'habits, des dépenses de bijoux, des dépenses de bibliothèque qui existent pour le XVIIIe siècle à Perpignan. Je ne reviens pas sur cette question de façon approfondie puisqu'elle a été traitée dans d'autres conférences, mais il faut le signaler. Alors, il y a au XVIIIe siècle, surtout à partir de l'époque de la Régence, entre la Régence et les années 1740, ce que j'appellerais l'imposition du style français, alors qui, nous le voyons ici, je le redis, est extrêmement tardive, puisque entre l'annexion 1659 et 1740, il y a quand même de très nombreuses années qui s'écoulent. Et donc, il va falloir de nombreuses années pour que le style français et surtout le mode de vie et l'habitat tel qu'il existe au nord du royaume, et notamment en région parisienne, s'impose à Perpignan. Il va tout de même s'imposer avec quelques exemples qui sont peu nombreux, mais d'hôtels particuliers qui ont été construits dans ces années-là. Donc 1740, à travers les documents, on sait cet hôtel particulier que vous voyez ici à l'écran, c'est un hôtel qui a été construit par la branche cadette de la famille de Ross, dont je parlais tout à l'heure, dont je montrais l'hôtel particulier somptueux de la rue des Abreuvoirs. Ici, on est dans la rue de la Manche, pour ceux qui connaissent, à la limite même de la paroisse Saint-Jean et de la paroisse Saint-Jacques. On est encore quand même dans la proximité relative de la cathédrale Saint-Jean. Donc cet hôtel particulier, il est construit vraiment dans les années 1740, puisque le fils cadet donc, du comte de Saint-Félieu, Antoine de Ross, va épouser une personne de la famille d'Elpas, parente de la famille des marquis de Saint-Marsal et très proche parente de la marquise de Blanne, c'est sa tante. Et donc, ce mariage va donner lieu quelque temps après à la construction de cette très belle demeure. Donc, dans les années 1740, hôtel de la branche cadette des Ross, qui est surnommé de Ross de Cabrins, parce que ils ont notamment, cette famille possède notamment la baronnie de Cabrins, dans les Aspres, dans les Albert, pardon, qui se distingue justement par la présence de forges non loin de là. Et justement, la possession de forges dans cette famille, à mon avis, permet d'expliquer la grande abondance de fer forgé dans cette maison. Alors, notamment ici, par ce petit balcon avec le balcon, la balustrade qui est absolument remarquable, qu'on voit ici un petit peu plus en détail, des dentelles véritablement de ferronnerie. Et de telles ferronneries existent également à l'intérieur de cet hôtel particulier. Donc cet hôtel particulier est construit d'un seul tenant. Il est construit très probablement à partir de plusieurs petites maisons qui ont été démolies, ou même voire d'un terrain vierge. Vraiment, on est sur une maison construite à partir de zéro par cette famille qui veut s'établir, qui veut justement montrer que malgré le fait qu'elle soit d'une branche cadette, qu'elle a quand même des ambitions. Et donc le père, par une politique d'alliance assez avisée, va réussir, avec l'aide notamment de sa nièce, la marquise de Blanne, à offrir à ses enfants, au fils aîné, une capitainerie dans les gardes françaises. Donc, ils sont un régiment qui est stationné à la cour auprès du roi. Donc, son fils va obtenir cette capitainerie et cette famille va vivre ici jusqu'à la Révolution. Également, un autre exemple, ce qui est l'hôtel que j'appelle Delpas. Cette famille, donc les Delpas, marquis de Saint-Marsal. Actuellement, c'est le musée Rigaud, pour ceux qui le connaissent, qui est devenu hôtel de la Zerme postérieurement. Donc cette maison, dont on voit ici une réinterprétation de la façade, a une grande unité d'architecture, puisque c'est le même cas de figure que ce que je disais précédemment. C'est une maison qui a été construite de zéro, et on le voit ici dans le plan que j'ai pu retrouver. C'est une maison qui a été entièrement conçue entre la Régence et les années 1740, conformément au modèle de l'hôtel particulier à la française, tel qu'il existe à Paris, avec un grand escalier, un escalier d'honneur, qui est vraiment une pièce à part entière, qui donne sur la cour intérieure et qui, contrairement à avant, détermine la circulation des pièces à travers des antichambres et autres.
Cette attraction pour le style français, elle est également patente avec les grands projets qu'avait le marquis d'Olms pour construire un hôtel particulier à la place justement de son propre hôtel qu'il possédait déjà, qui est la Casa Sancho, que j'ai déjà cité. Ici, on voit des élévations et des coupes de ce projet absolument grandiose que le marquis d'Oms voulait faire réaliser. Et ce projet n'a pas vu le jour, puisque s'il avait vu le jour, la Casa Sancho aurait été démolie. Donc, ça n'a pas été le cas, ou pas totalement. Donc, ce projet, mais on voit l'attraction du style français. Alors, l'élément central, je l'ai dit, de ces hôtels particuliers sont les escaliers d'honneur, cette fois intérieurs, qui font penser, en plus petit évidemment, mais avec un raffinement tout à fait remarquable à ce qui existe à Paris, au Marais ou dans le Faubourg Saint-Germain. La plupart des anciens escaliers extérieurs du XVIIe siècle, du XVIe siècle sont démolis pour être remplacés par ces escaliers justement intérieurs, contrairement à avant, ils donnaient sur la cour. Là, on est dans des escaliers qui sont intérieurs avec des rampes en fer forgé. On voit ici un très bel exemple également dans une maison de la rue de l'Ange, ce raffinement extrême des balustrades, des ferronneries. Et voilà un croquis que j'ai trouvé dans le fond justement d'archives de la famille d'Oms, d'un escalier qui devait être réalisé. Le marquis d'Oms étant, je le dis au passage, le propriétaire des carrières de calcaire à Las Fonts, à côté de Cals, pas loin de Bachas, donc carrière d'où étaient extraites les pierres de la plupart de ces escaliers, comme en attestent les archives. Donc, très rapidement, j'ai déjà dit dans une précédente conférence en septembre 2020 à quel point l'hôtel de la famille de Copons, donc ces magistrats présidents du Conseil souverain de Roussillon de père en fils, à quel point il était important, je l'ai déjà dit. Ici, on a ce plan que j'ai reconstitué à travers les archives. Cet hôtel est actuellement l'hôtel Pams. Alors, il a été très modifié, évidemment, mais avant la Révolution, c'était un hôtel particulier qui avait été également bien remanié dans les années 1740. Et donc ici, j'ai bien retrouvé donc les différentes pièces que les gens pourront voir. Il y a notamment des antichambres qui correspondent à la lettre A, à la lettre L, un salon de compagnie qui est la lettre C, des chambres, la lettre D, G, H, E, le cabinet de toilette, F, I, des cabinets de travail, J, le salon de compagnie d'été, il y a même une chapelle, la lettre K, et un salon à manger à la lettre M. Donc, on voit ici ce que je voulais dire concernant ce plan, c'est surtout l'apparition de pièces de commodité désormais, et de pièces, une multiplication des pièces. Et contrairement à avant où la circulation se faisait de façon très, très précaire, là maintenant on accède aux chambres en passant par des antichambres, on n'accède plus directement aux chambres en arrivant par l'escalier. Donc le mode de vie est totalement différent. Et on sait que les familles ont vraiment souhaité faire cette modification dans leur maison. Il y a l'apparition également des chambres à alcôve, typiquement du XVIIIe siècle, dont on a encore quelques exemples à Perpignan, ici encore dans l'hôtel de Rosse de la rue des Abreuvoirs. Voilà des chambres à alcôve qui permettent une circulation de la domesticité à travers des systèmes d'escaliers dérobés, de couloirs, de communication entre les espaces de service et les espaces de résidence, et ici avec des décorations de stuc au mur. Alors, c'est également une époque, années 1740-1750, où plusieurs familles dans Perpignan se font réaliser des salons avec des décors de gypserie et des décors de stuc. Alors ici, c'est le plus remarquable que je connaisse actuellement à Perpignan. C'est un des deux derniers qui subsistent à ma connaissance, qui est dû à la commande de Pierre Amat, qui était un receveur général des domaines du Roi en Roussillon, salon construit dans les années 1740-1750, dont on a certaines quittances, et qui est un salon à décor musical, avec un certain nombre de camaïeux au-dessus des portes, de camaïeux de bleu, qui représentent des amours, sujets mythologiques, et sujets musicaux qui sont vraiment remarquables dans les stucs. Dans les stucs, je vous en laisse avoir un aperçu ici. Donc, c'était un salon absolument remarquable. D'ailleurs, très probablement, le projet d'hôtel particulier qui allait avec n'a pas été achevé.
puisque le reste de la maison n'est pas en regard réellement de cette merveille de salon. Donc, peu de gens à Perpignan avaient les moyens. Là, on est chez un fonctionnaire de la monarchie qui a été anobli, qui a acheté une charge de secrétaire du roi et qui est une personne qu'on pourrait qualifier d'un parvenu. Ici, ce n'est pas de l'ancienne noblesse roussillonnaise, ni même un officier. Là, on est dans vraiment des gens qui gravitent dans la perception des impôts ou au conseil souverain, éventuellement quelques magistrats. Voilà encore une vue de ce salon. Et un détail de la décoration, donc musicale, un thème musical. Alors ici, on a un second exemple de salon à stuc, de salon à décor de gypserie, de la même époque, qui était dû à un avocat, un très riche avocat de Perpignan, qui avait acheté le domaine de Blanne à Corneilla-la-Rivière, qui s'appelait Marc Vignes, qui était d'une famille de médecins, donc encore une fois quelqu'un issu de la bourgeoisie et de réussite récente, et qui a voulu marquer sa richesse, son prestige, en commandant un salon qui, cette fois, a des décors qui rappellent plus des thèmes agricoles, mais dont je subodore qu'il est dû aux mêmes artisans que l'autre salon. On est à la même époque. On voit vraiment une parenté de style entre l'un et l'autre. Ce sont vraiment les deux derniers salons qui puissent exister à Perpignan de ce genre et qui sont un témoignage absolument unique. Alors, je passe rapidement sur la question des jardins. On est dans des maisons qui ont très, très rarement des jardins. Moins d'une dizaine ont des jardins. Ici, c'était un jardin qui était utilisé de façon assez originale par une maison qui était de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire que le jardin est séparé de la maison par une rue, maison qui était occupée durant une partie du XVIIIe siècle par le siège de l'intendance. Et c'est surtout sur le mobilier que je veux insister maintenant, puisque ce mobilier, à la française, va se répandre vers la même époque, entre la Régence et les années 1740, puisque les intérieurs d'époque, je dirais aragonaise, qui étaient marqués par des meubles cloutés, par des cabinets à tiroirs qu'on appelle archimesa, ou des coffres, ces intérieurs-là, ces mobiliers-là, vont disparaître au profit de commodes qu'on appelle à la française dans la documentation, ou d'armoires, qui sont souvent en noyer, et sont une interprétation locale, puisque ce sont des meubles qui sont réalisés par des artisans de Perpignan ou de la province, mais donc une réinterprétation d'un style évidemment français et non pas d'un style espagnol tel qu'il pouvait exister auparavant. Meubles qu'on appelle souvent à la française, je l'ai dit. Les glaces en bois doré également sont un élément tout à fait important du mobilier à l'époque. Les familles vont mettre une grande attention dans ces objets, décorés de façon très raffinée. Et également, bon, les objets religieux dominent encore. Également, en ce qui concerne les lits, nous ne possédons plus aujourd'hui, malheureusement, en Roussillon, d'exemples de lits qui puissent remonter à cette époque, puisque ce mobilier a en grande partie disparu après la Révolution. Mais on sait par la documentation que c'était des lits jusqu'au XVIIe siècle qu'on appelle à quenouilles, avec des pieds, comme on dit, tournés. Et puis ensuite, vers la même époque, vers l'époque de la Régence, on passe petit à petit à des lits à baldaquin. Et c'est en cela, d'ailleurs, que vraiment Perpignan tourne le dos à Barcelone, puisqu'à la même époque, au XVIIIe siècle, la mode est encore à des lits justement à quenouilles. Alors qu'à Perpignan, on regarde vraiment le style français. L'argenterie, je l'ai dit, je ne reviendrai pas dessus, mais là, on a une chocolatière aux armoiries de la famille d'Ossillon et de Blanne. L'argenterie également très raffinée à travers des inventaires, on peut la découvrir, hein, qui a meublé ces maisons. Les portraits également. Alors, les portraits, on en a très, très peu. On n'en conserve que quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main, les portraits d'Ancien Régime, antérieur à la Révolution. Là, je remercie vraiment très chaleureusement une famille descendante justement de cette branche cadette de la famille de Ross, l'hôtel particulier que je vous montrais tout à l'heure de la rue de la Manche. Ici, on est chez Antoine de Ross, qui est peint par le chevalier de Saint-Michel, un pastel des années 1750-1760. Ce couple, donc,
Antoine de Ros et son épouse, donc née Delpas, qui vont construire dans les années 1740 ce bel hôtel particulier. Et ces portraits, finalement, montrent le raffinement de ces personnes dans leur habillement et dans leur pose aussi. On conserve ce portrait de Paul d'Ortaffa qui fait ma transition avec ma dernière partie, que j'appelle décadence. Alors, de façon volontairement provocatrice, évidemment, hein, parce que la décadence est relative, bien entendu, comme l'apogée l'était. Mais c'est plutôt entre le 19e et le 21e siècle que les traces de ces hôtels particuliers vont se perdre et se dissoudre. Je reviens sur Paul d'Ortaffa, dont j'ai déjà montré le portrait. Donc, Paul d'Ortaffa est le personnage qui va symboliser ce déclin, cette décadence des familles aristocratiques roussillonnaises, puisqu'il était président de l'Assemblée de la noblesse du Roussillon en 1789, l'Assemblée qui était réunie en amont des États généraux. Donc, Paul d'Ortaffa est l'un des premiers à émigrer au moment où la Révolution française prend un tour qui n'est plus acceptable pour ces familles, notamment avec la constitution civile du clergé. C'est ça en Roussillon, je le rappelle, qui crée la rupture dans beaucoup de ces familles, puisque certains, comme le marquis d'Oms, que j'ai déjà cité, vont au début se rallier à la Révolution, puisque le Joseph d'Oms est notamment président membre du directoire du nouveau département des Pyrénées-Orientales. Donc, il rejoint au début la Révolution, l'esprit révolutionnaire et la monarchie constitutionnelle. Mais des personnes comme Paul d'Ortaffa ou la famille de Salarriga ou la famille de Ros que j'ai déjà citée vont émigrer très très rapidement dès 1792-1793 et la législation de la Convention montagnarde amène la confiscation donc de ces hôtels particuliers, puisque conformément à la loi, ils doivent être saisis au profit de la nation. Les biens des émigrés doivent être saisis, comme l'avaient été les biens du clergé quelque temps auparavant, saisis, ils doivent être revendus aux enchères. Et le but de cette loi, c'est un ancêtre, je dirais, des lois presque sociales. Les hôtels particuliers étaient considérés comme trop grands, étaient considérés comme inutiles, donc il fallait les diviser pour pouvoir les revendre, pour pouvoir en faire de petites maisons, des résidences qui pourraient être plus en rapport avec une vie petite bourgeoise ou d'artisans ou d'ouvriers. Donc, on voulait en faire de petits logements. Voilà. Alors, cette division est rendue possible grâce à l'établissement de plans et à l'estimation de ces maisons par un architecte qui avait déjà travaillé à l'époque de la monarchie et qui là va être réemployé par le directoire du département des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Antoine Margouet. Alors ici, la qualité n'est pas bonne, mais on va les voir un petit peu plus précisément. C'est une mosaïque pour voir. J'ai 46 plans qui ont été réalisés au moment de la saisie des biens nationaux. Donc, on a 46 plans des hôtels particuliers et qui montrent l'état des hôtels particuliers à l'instant T au moment de leur saisie et au moment de l'émigration. J'ai envie de dire le moment clé de l'apogée, le dernier moment, les derniers feux de cet apogée, juste avant leur division et leur démolition et autres pour certains. Donc, ce sont des témoignages tout à fait précieux. Ce sont des plans très précis, alors qu'ils ne sont pas toujours exacts, mais qui quand même donnent beaucoup d'informations sur ces demeures. Je ne sais pas si pour d'autres villes, on a une documentation du même type. En tout cas, pour Perpignan, c'est quelque chose d'inespéré. On a 46 documents. Alors, ça n'est pas beaucoup par rapport aux 120 et quelques hôtels particuliers, mais quand même, on a les plus importants, je dirais quand même. On a cette chance-là. Donc ici, on a un exemple qu'on voit de plus près, qui est l'hôtel de Camprodon, dont j'ai déjà parlé, avec cette façade baroque si particulière. Ce plan qui me permet d'illustrer je dirais, les conséquences de cette épreuve révolutionnaire sur le bâti des hôtels particuliers. Puisque lors de la saisie de cette maison, elle va être évidemment donc vendue aux enchères, divisée, vendue à plusieurs propriétaires. Et celui qui achète le premier lot, puisque comme ici on le voit, les lots ont été marqués par des contours de couleurs, celui qui achète le premier lot, donc ici marqué en rouge, va à nouveau le diviser lui-même et spéculer et revendre tout ça en lot lui-même. Donc en réalité, ce qui s'est passé avec cette vente de biens nationaux, c'est que les maisons ont servi à la spéculation immobilière et non
pas, comme c'était le but au départ, à des logements plus modestes. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a servi à la spéculation de plusieurs grandes familles perpignanaises dont on a les noms. Un nom qui revient très souvent, c'est la famille Grosset, famille de marchands qui existait avant la Révolution et qui, là, va s'illustrer dans l'achat des biens nationaux. Ils en achètent des dizaines et des dizaines. Il y a également d'autres noms, hein. Et là, chez les Camprodon, c'est un nommé Prax, qui est originaire du Fenouillède, qui va acheter cette maison et la diviser et la revendre en petits morceaux. Et lors de cette division, alors on voit ici sur ce plan l'existence d'un grand escalier. Je ne sais pas si, voilà, j'ai agrandi un petit peu ce plan. Grand escalier qu'on voit ici au bord de la cour intérieure. Ce grand escalier qui existait, comme on en a la preuve ici, et on remarque donc à travers ce plan qu'il était sur un côté de la cour. Eh bien, on voit qu'on devait rentrer, accéder à cet escalier par une ouverture qui donnait sur la cour intérieure, et cette ouverture évidemment a été murée, et je sais pour avoir visité les immeubles du voisinage que cet escalier a été tout bonnement supprimé. C'est-à-dire qu'on a démoli le grand escalier pour faire un autre immeuble à la place. Et à la place de l'ancien escalier, il y a tout un autre immeuble avec un autre escalier beaucoup plus petit, une cour intérieure et toute une circulation de pièces. Donc l'espace n'a pas été perdu. Voilà. Mais le grand escalier de l'hôtel particulier a été supprimé, a été démoli. Ici, c'est un autre exemple, un hôtel qui appartenait à la famille d'Anglade, une famille de magistrats, président du Conseil souverain, le dernier président du Conseil souverain à Mortier, avant la Révolution, qui part en émigration. Cette maison est divisée, comme on le voit ici, il y a une partie qui a été refaite, qui a une façade plutôt jaune, et ici une façade qui a encore son appareil en briques. Donc, division qui est intervenue au moment de la Révolution. Et cette division, on voit ici le plan de cette maison, cette division a entraîné là aussi la suppression de l'escalier qui n'est plus du tout à cet endroit dans cette maison. Il y a une pièce à la place de l'escalier et l'escalier a été déplacé ailleurs. Donc on voit à quel point cette période révolutionnaire modifie le bâti perpignanais des hôtels particuliers. Ce ne sont que quelques exemples. Donc après 1789, peu de familles reviennent en Roussillon. C'est un aspect qui, à mon avis, est déterminant pour expliquer justement cette évolution et cette décadence et cet oubli qui a pu exister du Perpignan d'Ancien Régime, puisque contrairement aux familles qui étaient proches de la cour, qui arrivent à obtenir de très très importants remboursements après le passage de la période révolutionnaire, puisque au moment de la Restauration, il y a une loi qu'on a appelée le milliard des immigrés, qui est une loi qui a été donc prise sous Charles X, pour indemniser les familles qui avaient émigré au moment de la Révolution et qui avaient vu leurs biens confisqués. Et donc, ce milliard des émigrés, en réalité, on calcule une indemnité sur le pied des rentes qui étaient dues aux familles sur le pied du 13 juillet 1789. Et ça n'est pas un calcul qui est réellement calculé par rapport à la valeur des propriétés. Et encore plus important, c'est une indemnité qui est versée sous forme de rente. Donc, ce n'est pas une indemnité qui est versée sous forme de capital. Donc, à l'exception de très, très grandes familles parisiennes qui peuvent avoir des rentes extrêmement importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici en Roussillon, nous avons des familles qui ont des rentes relativement modestes. Et en plus, comme les années ont passé, les successions sont intervenues, il y a eu plusieurs enfants. Donc, ces rentes sont divisées en 2, 3, 4, 5, 10, parfois même plusieurs dizaines de personnes. Donc, ces indemnisations n'apportent pas grand-chose aux familles revenues d'émigration, celles qui sont revenues. La plupart ne reviennent pas, puisqu'elles n'ont plus rien à faire en Roussillon. Donc, il n'y a pas du tout de retour, contrairement à d'autres provinces, comme je l'ai dit, Aix-en-Provence ou même Montpellier, où les hôtels particuliers peuvent être rachetés par les familles. Ici, à Perpignan, c'est quelque chose qui ne se produit pas, à part de très, très rares exemples, ce qui fait que tous les hôtels particuliers, à part un ou deux, changent de propriétaire et les familles ne reviennent pas. L'exemple, l'exception justement est l'hôtel que j'ai cité tout à l'heure de la branche cadette des Rosses de la rue de la Manche, qui est saisi par l'administration et qui, durant toute la période révolutionnaire, sert notamment de lieu de détention pour des prêtres réfractaires. Donc là, dans ces cas-là, quand on utilise une maison, il y a un hôtel aussi, rue Saint-François de Paul, qui était l'hôtel de la famille Balanda,
qui est utilisé comme entrepôt pour emmagasiner tous les objets qui ont été saisis aux églises. Donc, on a les inventaires de l'époque, on a l'ancien salon de l'hôtel qui est rempli. Alors, on a 300 encensoirs, 200 crucifix, voilà. Donc, c'est vraiment, on y emmagasine des choses. Donc, ça, c'est des lieux qui sont utilisés, qui ont je dirais, une utilité pratique et qui durent durant toute la Révolution. Donc, c'est des maisons qui ne sont pas systématiquement vendues. Et dans le cas de l'hôtel des Rosses, lieu de détention de prêtres réfractaires, la maison va être restituée à la famille. Mais c'est vraiment des exemples très, très minoritaires. La plupart du temps, les hôtels particuliers passent à d'autres familles. Donc, cette ignorance, finalement, est issue, à mon avis, en partie de cette circonstance historique particulière de l'émigration et des années postérieures à l'émigration. Alors, je dois dire qu'en matière de destruction et en matière de dégradation des hôtels particuliers, le XVIIIe siècle avait déjà commencé. Alors ici, on a un exemple de percement d'une rue qui a été percée sur la place d'Armes, actuellement la place Gambetta, l'actuelle rue Manuel. Alors ici, c'est la façade telle qu'on la voit actuellement d'un grand ensemble immobilier qui avait été la résidence du gouverneur de la famille de Noailles sous l'Ancien Régime. Des maisons qui étaient louées à des particuliers pour y héberger ce gouverneur. Et ces deux maisons, on le voit ici, donc ça c'est la rue Manuel qui a été percée à travers cet hôtel particulier. Donc première dégradation. Et deuxième dégradation, au début du XXe siècle, comme on le voit ici, les façades ont été alignées. Donc, dans de très nombreux endroits à Perpignan, il y a eu des alignements qui ont considérablement endommagé beaucoup d'hôtels particuliers et supprimé leur façade d'origine. Ça a été notamment le cas ici dans cet hôtel que j'appelle l'hôtel Doms, qui était celui du marquis Doms avant la Révolution. Actuellement, c'était il y a peu de temps le Boca Boca, la boîte de nuit, le Boca Boca, donc rue Keya, non loin de la place de la République actuellement. Donc on voit ici qu'il y avait une façade sur la rue qui était plutôt droite. Eh bien, on voit que cette façade ici on a taillé dans cette façade pour aligner, pour élargir la rue, puisque la rue était de plus en plus étroite. Donc ça, c'est intervenu au début du 19e siècle, mais il y avait déjà eu des opérations d'urbanisme au 18e siècle. Donc c'est quelque chose, ça qui est plutôt, je dirais, l'évolution normale d'une ville telle qu'elle est à l'époque. Mais on a eu des destructions après, je dirais, de façon très, très répartie sur le 19e siècle et le 20e siècle. Un exemple que j'évoque très rapidement ici, l'ancien hôtel de la famille de Blanes, qui est sur l'actuelle rue Foch. Ici, on voit une carte postale début du XXe siècle, ce qui subsistait de cet hôtel particulier, avec sa façade encore ancienne, avec une base en pierre de taille. On le voit sur la gauche, à côté de la fontaine. On a un plan début 19e siècle. Eh bien, cet hôtel particulier a été détruit en partie. Une première partie a été détruite au 19e siècle et au début du 20e siècle, on a démoli la suite et c'est sur cette destruction qu'on a construit l'ancienne école des Beaux-Arts et l'immeuble qui est juste attenant. Donc ça, c'est un exemple de destruction relativement ancienne. Destruction également de l'hôtel que j'évoquais tout à l'heure, de l'hôtel de Tortes, qui est situé juste attenant à la Casa Sancho, dans l'actuelle rue Amiral Barrera, qui est une toute petite venelle dans le vieux Perpignan. Hôtel particulier avec sa magnifique cour intérieure. Ici, c'est une photographie exceptionnelle que m'ont procuré les descendants des derniers propriétaires au début du XXe siècle. Donc, maison qui a été entièrement démolie. Alors, on voit ici le plan de l'époque révolutionnaire qui montre l'existence de cette cour intérieure avec la loggia. Et donc, on a démoli cette maison dans les années 1920, en 1920 exactement, pour y construire un garage qui est depuis devenu un parking. Voilà, donc on voit un peu qu'on y perd sur le plan esthétique. Le cas de l'hôtel d'Ortafa, dont on a dit pendant longtemps que c'était la maison où mourut Philippe le Hardi. Donc l'hôtel d'Ortafa, qui avait ici également un bâti tout à fait typique du Perpignan du XVIe siècle, avec ses arcades, exactement comme d'autres exemples que j'ai cités tout à l'heure. Donc ce vieil hôtel d'Ortafa a fait l'objet dans les années 60 d'un projet tout à fait iconoclaste, d'un projet dû à l'architecte Génard, un projet donc commandé
par le département à l'époque, puisque l'hôtel venait d'être racheté pour agrandir la préfecture attenante. Et donc, ce projet, on en conserve les plans, toutes les élévations aux archives départementales, et on voit qu'on a fait réellement un projet de réinterprétation totale de l'hôtel. Et donc ici, c'est une vue de la façade telle qu'elle existait au début du XXe siècle, et voilà telle qu'elle est actuellement. Alors, je n'ai pas de photographie de la cour intérieure, mais je peux vous dire, et ceux qui y sont allés aussi pourront le confirmer, ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'était, avec ce qu'était l'hôtel original. C'était une réinterprétation totale qui a été faite de cette maison. Voilà, donc un projet, à mon avis, malheureux, et qui a notamment occasionné la destruction du bâti originel de la maison et la perte de ses closoirs qui ont été heureusement récupérés par Pierre Poncy, comme je le disais tout à l'heure. Autre exemple que j'ai déjà cité lors d'une conférence précédente, mais je le recite parce que ça ne fait jamais de mal de le voir, un hôtel que j'appelle l'hôtel de Solé, qui était une famille aussi noble de l'Ancien Régime. Cet hôtel qui comportait une balustrade, même 2 balustrades également tout à fait élégantes, excusez-moi pour la qualité de la photo. Cette maison qui était assez élégante dans sa façade principale a elle également fait l'objet d'une réinterprétation au XXe siècle. Elle a été entièrement modifiée. Le balcon du premier étage a été remonté au deuxième étage et tout le reste de la façade, les ouvertures qui étaient assez élégantes, hein, que l'on voit au rez-de-chaussée, qui étaient assez harmonieuses, ont été remplacées par ces choses, bon, voilà, aujourd'hui, et la façade n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'elle était. Voilà, donc on a eu très souvent ce type de destruction, de restructuration des maisons. Il y a eu également un cas de figure que je cite et qui, à mon avis, a eu beaucoup cours à Perpignan. C'est le cas de figure de travaux que l'on a pu présenter comme absolument excellents et respectueux du patrimoine. On a présenté de nombreuses opérations immobilières en disant qu'on allait réhabiliter des demeures. Et malheureusement, souvent, ce sont des travaux qui se sont réalisés hors contrôle et qui ont conduit à la perte irrémédiable de beaucoup d'éléments du bâti, qui étaient souvent, certes, dissimulés sous des couches beaucoup moins intéressantes du XXe siècle, mais du moins, ces strates successives ont été peut-être vues à un moment donné au cours des travaux, mais elles n'ont pas été conservées, et on a rarement conservé une de ces strates, ni la plus récente, ni la plus ancienne, puisqu'on a souvent remplacé les murs, remplacé toute la décoration. Avec beaucoup de rapidité, voilà, pour des raisons diverses. Donc ces dégradations aussi, elles peuvent avoir lieu par négligence ou tout simplement avec le passage du temps, ou ici on a un exemple d'une balustrade absolument magnifique qui était sans doute une des plus belles de la ville, rue Petite La Réale, et qui a tout simplement disparu. Voilà, elle était au-dessus de cette porte, comme on voit ici, et cette photo en noir et blanc date des années 1980, donc une période quand même assez récente. Et là, on voit l'état actuel de la façade, donc la balustrade a disparu. A-t-elle été décrochée par un camion lors d'une livraison? A-t-elle été vendue par des propriétaires? Voilà, ça je ne sais pas. Mais voilà encore un exemple. Donc, je pourrais dire, pour finir, bon, ça c'est autre chose, finalement, il a existé dans toutes les préfectures, que ce soit Aix ou Montpellier, que je citais déjà, il a existé des opérations d'urbanisme, de la spéculation aussi, on pourra dire ça, mais je pense que dans certaines autres villes, mais ça c'est une réflexion qui reste ouverte, hein, je le dis, certains anticorps, entre guillemets, que constituait dans ces villes la connaissance universitaire de ces demeures, la présence d'élites qui y vivaient toujours et qui étaient conscientes de leur patrimoine, et également la présence de plaques signalétiques ont pu empêcher dans ces villes des destructions trop systématiques et trop massives, même si évidemment il y a des exceptions, hein. Évidemment, à Aix-en-Provence aussi, on a détruit des belles maisons. Mais peut-être qu'une meilleure connaissance, qui était vraiment un autre cas de figure que cette ignorance qui a existé à Perpignan pendant longtemps, a pu sauvegarder un certain nombre de grandes demeures. Donc, il y a des cas particuliers, bien entendu, à Perpignan, et c'est pour ça que je termine sur cette vision, qui n'a rien à voir en réalité avec mon propos, puisqu'on n'est pas du tout ici sur de l'Ancien Régime, mais c'est l'hôtel PAMS, possédé par la ville de Perpignan,
un des plus beaux hôtels particuliers du style Beaux-Arts, qui a été réalisé donc, pour son décor dans les années 1890. Donc, c'est un exemple d'un hôtel particulier remarquable qui est en cours de restauration et qui a un décor exceptionnel réalisé par des artistes pour la famille Bartou Job, une famille de grands industriels de la province qui avait créé le papier à cigarette Job. Et aujourd'hui, quand on dit hôtel particulier du Vieux Perpignan, on pense immédiatement à cet hôtel PAMS qui ne dit rien ou très peu sur le Vieux Perpignan en réalité. C'est-à-dire, il renseigne sur le Perpignan de la belle époque, des années 1890-1900, mais il ne dit rien sur l'Ancien Régime. Et en réalité, c'est ce que je dirais pour ma part, il dit beaucoup plus qu'on ne veut bien le croire. Il suffit d'étudier plus attentivement la documentation et on découvrira que cet hôtel était sous l'Ancien Régime l'hôtel de la famille de Coppens, je l'ai dit, qui étaient des magistrats président du Conseil souverain, et la famille Bardou, lorsqu'elle a acquis cet hôtel en 1858, s'est coulée littéralement dans le bâti ancien qui existait déjà. C'est-à-dire que très peu de modifications sont intervenues. On a pu rajouter par-ci, par-là des pilastres, certaines portes, mais les murs porteurs n'ont pas changé et la structure de l'escalier elle-même n'a pas changé puisque le plan que j'ai montré tout à l'heure montre l'existence d'un escalier exactement au même endroit et la famille Bardou n'a eu qu'à se couler dans un ensemble qui était d'une excellente facture. Et finalement, même si la décoration a entièrement été refaite, mais de toute façon, je pense qu'il rien ne restait de l'époque du XVIIIe siècle, même si cette décoration a été entièrement refaite, il y a eu un certain respect, à mon avis, du bâti de cet hôtel absolument remarquable. Voilà, donc mon dernier mot, je conclus. Donc, pour reprendre les problèmes soulignés dans mon introduction, donc on pourrait dire, bien entendu, que le développement de Perpignan n'a pas été celui qu'il aurait été sans l'annexion, si la ville avait continué à être, alors remplissez les pointillés, aragonaise, catalane, espagnole, voilà. Évidemment, tout aurait été sans doute extraordinaire, mais c'est une ville qui a été annexée par la France et qui donc a connu sa propre histoire. Et à mon avis, il n'est quand même pas inutile d'en être fier. Et je pense qu'on peut continuer, à l'évoquer pour elle-même, à mon avis, à l'assumer. Sinon, on rentre dans ce que j'appellerais de l'histoire-fiction. Donc, à mon avis, il vaut mieux s'en tenir aux faits. Il a bien existé un développement, une certaine prospérité après l'annexion. Même si le terme d'apogée, comme je l'ai dit, n'est pas forcément un terme heureux comme celui de décadence non plus, c'était plus entre guillemets que je les utilisais. On pourrait les redéfinir. Il y a eu une certaine adaptation, je dirais, aussi au style français, même si les hôtels particuliers parisiens, évidemment, n'ont pas du tout été transposés à Perpignan, on a eu une inspiration quand même tout à fait honorable de ces hôtels particuliers. Et je pourrais dire, d'ailleurs, que ce style des hôtels particuliers parisiens a eu une influence dans toute la France, mais pas uniquement dans toute la France, dans toute l'Europe, dans l'Europe entière. Et ce style et je dirais, cette qualité de travail, de facture des hôtels particuliers français était due à la qualité des artisans. Et ces artisans, je le pense, en tout cas j'en ai émis l'hypothèse au sujet des salons à gypserie dont j'ai montré les photographies tout à l'heure. Ces artisans, à mon avis, venaient en partie du Languedoc ou même de Provence. Moi, je pense que certains artisans venaient de Provence, puisqu'on retrouve des décors de gypserie qui sont très semblables à des hôtels montpelliérains ou aixois. L'usage des tomettes aussi, notamment, apparaît à partir de cette époque. Donc, je pense qu'on a pu acclimater, je dirais, des éléments venus d'ailleurs, mais réalisés de plus en plus par des artisans locaux. Et j'ai retrouvé quand même le nom d'artisans originaires d'ici. Je pourrais les donner pour des personnes qui souhaiteraient approfondir, d'artisans locaux qui savaient réaliser des boiseries, des portes, des planchers, etc., des boiseries tout à fait conformes à ce qui pouvait exister. Donc cette influence, ce style français, même s'il s'impose tardivement et même s'il n'a pas des réalisations peut-être aussi spectaculaires qu'on pourrait le désirer, a laissé, à mon avis, une empreinte suffisante dans l'architecture et dans le bâti du vieux Perpignan, et que cette ville, si elle est meurtrie
par un certain nombre de destructions qui ont eu lieu au fil des siècles. Il y a encore, à mon avis, beaucoup de choses à y faire et à y redécouvrir. Et c'est là où notamment les associations ont un grand rôle à jouer. Je parle sous le contrôle de VMF, évidemment, qui m'a permis de vous parler aujourd'hui, et des élus bien entendu, qui ont une grande responsabilité de ce point de vue. C'est pour ça que je conclurai et je vous rendrai le micro en disant qu'une mission a été commandée actuellement par la ville de Perpignan, donc une mission sur laquelle je travaille pour la ville de Perpignan, sur l'établissement d'une signalétique pour identifier ces hôtels particuliers, comme la ville de Toulouse avait fait dès 1949, Aix-en-Provence en 1973, et donc pour identifier des hôtels particuliers avec des familles spécifiquement roussillonnaises, avec des noms qu'on retrouvera, que j'ai cités, ou bien des familles d'officiers ou autres, pour refaire vivre ce passé dans la ville actuelle. Et mon dernier mot, les habitants et les visiteurs, ce patrimoine, même s'il est souvent privé, en main privée, en propriétaire particulier, ils doivent s'en saisir. Ils doivent se l'approprier et le faire vivre. Je pense que c'est quelque chose qui nous incombe à tous. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est nous qui vous remercions, cher Sylvain Chevauché, de cet exposé passionnant qui constitue, enfin, vous nous avez emmené de l'époque des rois de Majorque jusqu'à nos jours. Et finalement, votre conférence, elle constitue un vrai plaidoyer pour la sauvegarde de ce patrimoine, parce qu'il en reste, même s'il a connu des vicissitudes. Et ça vient répondre aussi à des interrogations qu'on pouvait avoir les uns et les autres sur le patrimoine roussillonnais. On s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus riche que certains d'entre nous ne pouvaient le soupçonner. Moi, le premier, quand je suis arrivé dans ce département, il y a plus d'une trentaine d'années. Voilà, je vois que vous avez une question. La seule chose que j'ai pour l'instant, c'est Journée du patrimoine, que fait-on? Oui. Alors là, moi, je ne peux pas répondre à ça, hein. Peut-être il faudra que la personne se rapproche de la ville de Perpignan et des réseaux sociaux de la ville et autres au moment des Journées du patrimoine qui ont lieu en septembre. Mais il y a eu déjà des Journées du patrimoine, justement, c'est dans ce cadre-là que j'avais fait ma précédente conférence. Enfin non, c'était les Journées de l'architecture. Mais enfin bon, pour les Journées du patrimoine, il y avait eu des manifestations quand même intéressantes et je pense que les prochaines Journées du patrimoine, si elles peuvent se dérouler normalement avec les circonstances sanitaires, je pense que la ville, ça sera le cas, quoi. Je l'espère en tout cas. Oui, certainement. D'ailleurs, il est absolument nécessaire vous connaissez très bien les services chargés du patrimoine de la ville de Perpignan, mais il faut, je pense que les VMF gagneraient à s'en rapprocher. Je pense que vous êtes d'accord, Marie-Christine. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je vous laisse. On me demande, pouvez-vous rappeler la signification de VMF, Vieille Maison Française? Voilà. Mais après, peut-être Monsieur l'abbé peut peut-être parler un tout petit peu de VMF ici pour les gens qui ne connaîtraient pas, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit dans le réseau VMF. Donc, je ne sais pas, peut-être vous pourriez. Je vais essayer, mais Marie-Christine complétera parce que elle est certainement plus habilitée que moi elle est la mémoire des VMF dans ce département. Hein. Les VMF, Vieille Maison Française, c'est une association qui est nationale. Donc, en fait, ici, nous, à Perpignan, nous représentons, nous sommes une délégation d'une association qui est une association nationale, dont le but est de promouvoir le patrimoine par la connaissance de celui-ci, par aussi une émulation la remise de prix. Il y a aussi une filiale, si je puis dire, de VMF qui est la VMF Patrimoine, qui est abritée par la Fondation de France et qui peut remettre des prix qui sont plus significatifs pour les propriétaires de bâtis anciens qui ont rénové dans la tradition et dans le bon goût certains bâtiments.
l'association a été créée un petit peu après la guerre, hein, je crois, Marie-Christine, par Anne de Hamodio. Et ici, c'est Jacqueline Jonker d'Oriola, qui était votre prédécesseur, qui l'avait créée dans le département. Oui, Je Madame voudrais dire Diamond. qu'il n'est pas nécessaire d'être propriétaire d'un bâtiment ancien, inscrit, classé ou même sans protection, mais d'un bâtiment de caractère pour adhérer à VMF. N'importe qui peut le faire et il ne faut pas hésiter à venir rejoindre ceux qui sont des amoureux de notre patrimoine qui est la mémoire historique, hein, en plus caractérisée par certains éléments en fonction des régions dans lesquelles on habite. Je crois que le cultiver, transmettre cette fibre-là, c'est important pour nos enfants, mais c'est important, je dirais que c'est civilisationnel aussi. Marie-Christine, je vous laisse rectifier le petit propos un peu rapide que j'ai tenu sur VMF. Oui, je ne sais pas trop, vous avez très bien parlé. Euh, les VMF, comme elles ont été créées, créées, oui, par Madame Diamodio, qui venait en cure ici à Vernet-les-Bains. C'est pourquoi elle avait rencontré plusieurs personnes de Perpignan, du pays, et dont Madame Joncar d'Oriola, qui a fait part de son désir de maintenir un patrimoine privé. Un patrimoine elle s'apercevait que beaucoup de Français possédaient des belles demeures, on va dire des châteaux, et n'avaient aucune aide ni de l'État, ni des particuliers, d'autres personnes. Et elle a dit, je crée cette association pour faire connaître ces propriétés privées et que permettre à leurs propriétaires de rester dans ces maisons-là, de les valoriser. Nous-mêmes, nous les valoriserons par nos visites, par notre soutien, par nos prix. Donc ça, c'était à l'origine. Maintenant, l'intérêt pour le patrimoine s'élargit. Il n'y a pas que les propriétés privées. Si vous adhérez au VMF et si vous y intéressez de près, il y a de nombreuses formules de remise de prix. Il y a aussi un concours de classe d'enfants de primaire. Un sujet est donné sur le patrimoine du pays, en fait de la région, et les enfants travaillent sur ce patrimoine, ils choisissent. Ça peut être un monument d'ici ou un bâtiment, et ils font une histoire, un dessin, et les VMF Paris rassemblent tous ces travaux, et un prix ou plusieurs prix sont attribués à ces classes, et ça marche assez bien. Voilà, plus nous organisons des visites, évidemment, autant que nous pouvons le faire, plus des conférences. Et il faut considérer cette association, mais comme toute association, en fait, c'est comme une famille, vous voyez, qui s'entend sur un point commun. Voilà. Il y a des Et je questions. souhaite à Denis de bien partir pour ce démarrage, hein, de prise en main de la délégation, avec sa personnalité, avec ses goûts, avec l'énergie qu'il déploiera pour satisfaire le plus possible d'adhérents dans le département. Merci Marie-Christine, j'essaierai de prendre la succession avec dignité, mais aurais-je le même brio. Vous avez eu raison de parler des activités que nous proposons à nos adhérents. Voilà, vous avez parlé des conférences, il y a plusieurs conférences dans l'année qui ont pour objet des sujets patrimoniaux, et celle que Sylvain Chevauché vient de nous prononcer en est une excellente illustration. Ça peut être à caractère un peu plus historique aussi. Il y a des visites dans le département, dans les départements limitrophes ou de l'autre côté, juste de l'autre côté de la frontière, en Catalogne. Et puis, une fois par an, nous faisons aussi un petit voyage un peu plus long de 3-4 jours dans une autre région de France, voilà, où nous visitons là des monuments privés, publics, religieux, pas religieux.
Voilà, c'est les prestations que nous essayons de proposer à nos adhérents. Alors, on revient aux questions, comme il y en a 8. Allez-y, M. Schwauch. Oui, oui. Non, mais il y avait quelques petites questions. Bah, du coup, il y en avait une sur les VMF. J'ai Jacques Perrault donc, qui me demande qui est l'auteur des portraits. Alors, de personnages genre Carmontel, en fait, je me suis peut-être mal exprimé ou je n'ai peut-être pas été assez clair. Il y a 4 portraits. Alors, je vais voir si je peux les retrouver avec le PowerPoint. Voilà. Donc, si vous voyez, voilà. Alors, il y a 4 petits pastels qui sont dus à celui qui, à Carogis dit Carmontel. Voilà, donc ça, ce sont des portraits qui sont de la collection des pastels de Carmontel. Ce sont les 4 portraits qui représentent des personnages originaires du Roussillon. C'est pour ça que je les ai sélectionnés. Donc ça, je ne me suis peut-être pas bien exprimé, mais c'est Carmontel lui-même qui les a réalisés. Et ensuite, est-ce que je les ai ici? J'ai des pastels qui sont dus au Chevalier de Saint-Michel, qui était un pastelliste qui a travaillé en Roussillon dans les années 1750-1760, qui était originaire du Piémont, qui n'est pas extrêmement connu, mais dont on a plusieurs exemples ici. Et ce sont pour l'instant les 2 seuls portraits vraiment identifiés de sa part de personnages roussillonnais, parce que sinon ce sont plutôt des fonctionnaires français qu'il a peint. Mais ça, c'est 2 personnages vraiment du Roussillon. Alors ensuite, est-ce que vous pensez faire un site internet pour les touristes? Alors, pour votre information, alors je vais vous le marquer, réponse, je vais vous taper la réponse. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Ancienne demeure de Perpignan. Voilà, je vais vous envoyer le nom dans la réponse. Donc, ce groupe Facebook présente mes recherches et un certain nombre d'éléments sur les hôtels particuliers de Perpignan. Donc, il y a des images et puis certaines conférences. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est plutôt un groupe Facebook. Donc, il n'y a plus de questions. Ceux qui voudront voir plus, ils pourront aller sur le groupe Facebook Ancienne demeure de Perpignan. Voilà, pour moi. Moi je pensais une chose. Il existe pour certaines villes des petits livres indicateurs du patrimoine. La ville de Perpignan, l'étude, je ne veux pas parler à la place des élus ou des gens du service patrimoine, mais la ville a à l'étude des publications effectivement sur ce thème. Moi, je travaille là avec dans une mission avec eux pour réaliser notamment 1 ou 2 dépliants sur le sujet des hôtels particuliers qui seraient de concert avec des panneaux signalétiques à apposer sur les demeures. Voilà. Mais je n'en dis pas plus parce que c'est un projet qui est à l'étude, mais c'est en bonne voie. Maintenant, vous nous avez donné envie d'arpenter les rues de Perpignan et si possible avec vous. Mais il y aura des visites quand les choses seront possibles. Voilà, d'ici quelques temps, on pourra organiser 1 ou des visites. Je pense que ça. J'y compte bien et nous en reparlerons très prochainement ensemble. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, cher Sylvain Chevauché. Merci de nous avoir passionnés ainsi. Et puis, je remercie tous ceux de nos adhérents et puis également les personnes qui ne sont pas adhérents au VMF, mais qui nous avaient rejoints grâce au lien, d'avoir suivi avec nous votre passionnant exposé.